Madame, Monsieur, bienvenue Flash Info. Nous sommes dans l'est de la RDC où Corneille Nangaa, coordonnateur politique de la F-123, a appelé mardi les habitants des zones sous contrôle du régime de Kinshasa à faire preuve de patience. Il a annoncé que le mouvement politico-militaire arrivera bientôt pour assurer une libération totale. Nangaa a souligné la nécessité d'une transformation profonde à Uvira et à Beni comme celle observée dans les zones contrôlées par la F-123 depuis 8 mois. Il a également vanté la gouvernance exemplaire instaurée par son mouvement dans ces territoires. Le vent du développement. Le Congo se construira par nous-mêmes et non par d'autres. Tenez bon, et vous qui êtes encore en territoire non libéré, nous arrivons. Attendez, et nous sommes en route. Sur ce, tout en remerciant encore les organisateurs de cette session de formation et au nom de la coordination militaire et surtout au nom de mes collègues ici présents, nous déclarons close cette session de capacitation du leadership de l'Alliance Fleuve. Les causes profondes de la crise qui sévit notre pays sont connues de tous. Ces causes sont notamment la faillite de l'État. C'est aussi la question identitaire où certains Congolais sont stigmatisés, certains Congolais sont rejetés, certains Congolais ne sont pas acceptés, où certaines couches de la République, la population, sont contraints de vivre en exil. L'autre cause de la crise, c'est le fait de l'illégitimité. M. Tshisekedi n'a jamais gagné aucune élection et nous ne reconnaissons aucune institution qui se trouve à Kinshasa. Enfin, la crise aussi est basée sur la mauvaise gouvernance, la déstructuration de son armée, la corruption, le tribalisme et consorts. Nous sommes donc une révolution qui amène le grand changement. Et c'est ce qui justifie le fait que l'espace déjà libéré, la République, doit subir une gouvernance exemplaire. Nous avons été assidus. Nous avons suivi cette formation, cette session de capacitation. Il ne nous reste qu'à mettre en valeur les différentes recommandations qui sortent de cette. Ces recommandations sont basées sur les principes et les valeurs cardinaux ci-après. La transparence dans la gestion, la redevabilité, le dur labeur, la mobilisation de la population sur les travaux communautaires, sur le développement. En 9 mois, nous avons prouvé à la face du monde que les Congolais peuvent changer les choses. En 9 mois, nous avons sécurisé l'espace libéré. En 9 mois, à Goma, vous avez de l'eau à boire. En 9 mois, on a pu donner de l'électricité. En 9 mois, sans moyens, nous avons lancé des travaux d'investissement, des routes, des projets agricoles. Ça prouve que les Congolais sont capables. En 9 mois, nous avons clôturé l'année scolaire et nous avons lancé la nouvelle année scolaire.
Là où les gouvernements ne savaient pas payer, donner des bulletins aux élèves, en 9 mois, nous l'avons fait. En 9 mois, l'espace est sécurisé. Il n'y a plus de tueries ni massacres. Et c'est l'occasion pour dire à nos compatriotes qui sont à Béni et à Ituri, qui sont tués tous les jours. À ceux qui sont... À New York, le président Félix Tshisekedi a parlé hier devant l'Assemblée générale de l'ONU pour défendre la RDC. Il a insisté sur le retrait des troupes rwandaises et la fin de leur soutien présumé en M23 comme condition essentielle pour la paix. Il a décrit la situation dans l'est de la RDC comme un génocide silencieux qui dure depuis maintenant 30 ans. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix durable. Je demande aux Nations Unies de veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de la résolution susmentionnée. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera à couler. Et en Syrie, le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique. Depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Dans plusieurs régions de l'Est, tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis. Les Nations Unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été massacrés dans le territoire de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. Ces crimes ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. Pour mettre un terme à ce conflit, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, a notamment exigé le retrait du M23 des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle, le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. Je salue à cet égard le leadership du président Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ses mesures dites défensives. Il prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif garantissant le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées
constituent des conditions non négociables pour une paix durable. Je demande aux Nations Unies de veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de la résolution susmentionnée. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera à couler. Dans la même dynamique, et à Kinshasa, le franc congolais s'apprécie face au dollar américain. Selon la Banque centrale du Congo, le taux de change officiel est passé de 3000 francs congolais à 2765 francs congolais pour $1. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, explique que cette évolution est due à un ajustement des réserves obligatoires. Il évoque un resserrement budgétaire et une meilleure gestion fiscale qui ont réduit la pression sur la monnaie nationale. Et 3 points essentiels sont ressortis de la réunion d'aujourd'hui. Le premier point concerne le raffermissement du franc congolais sur le marché de change. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement, c'est-à-dire le volet monétaire, la Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Ce n'est donc pas ce que le Congolais vive, n'est pas le résultat d'un hasard. Ce n'est pas quelque chose de je ne sais pas quoi. C'est le résultat d'un travail bien coordonné entre la Banque centrale et le gouvernement. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est d'ailleurs lié à celui-là, c'est d'assurer que l'économie soit un peu mieux financée. Nous allons, dans les semaines qui viennent, annoncer un certain nombre de mesures de manière à rassurer les opérateurs économiques qui, généralement, font face à des menaces sur leurs dépôts bancaires, ce qui conduit à un phénomène d'éviction où l'argent qui aurait dû être en dépôt dans les banques se retrouve mis à l'écart pour éviter des phénomènes comme les saisies qui sont opérées par certaines institutions de l'État ou par la justice sur principalement les comptes bancaires des grandes entreprises. Et le troisième point que nous avons examiné, c'est maintenant que le niveau d'inflation est à la baisse, depuis le début de cette année, le niveau d'accélération, d'augmentation des prix est plutôt satisfaisant. Nous allons terminer l'année à un taux d'inflation de 7,8%. Ce sera la première fois depuis 4 ans qu'on sera en dessous de 10%. Maintenant qu'on a plutôt une bonne tendance sur le taux de change, mais nous notons que la masse salariale de l'État reste très élevée par rapport aux rentrées fiscales. Et des actions courageuses sont requises pour maîtriser la masse salariale parce que sinon, autrement, tout ce qui est encaissé par l'État est principalement utilisé pour payer le salaire, alors que le pays a besoin d'investir dans les infrastructures, le pays a besoin d'investir dans la préparation du futur. Madame, Monsieur, voilà tout pour ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.